puis je vais laisser la parole à Maude qui va nous présenter donc la démarche sous les pavés. Merci, Caroline. Donc, je partage mon écran à l'instant. Donc, vous Ça, voyez bien ma présentation en plein écran. ça marche. Bonjour tout le monde. Je me présente, Maud Lalonde. Je travaille au Centre d'écologie urbaine de Montréal, plus précisément sur le projet Sous les pavés, dont je vais vous présenter brièvement le contexte et la description, et aussi avec une attention particulière sur le cas de l'exemple du site qui a été réalisé au CLSC Samuel de Champlain par le Creux Montérégie. Donc, pour la quinzaine de minutes qui m'est allouée, on va parler premièrement de qui sommes-nous au Centre d'écologie urbaine de Montréal et qu'est-ce qui nous a amené à travailler et à développer un projet comme Sous les pavés, pardon. Ensuite, on va discuter en quoi consiste le projet Sous les pavés, les objectifs, mais aussi le déploiement du projet. Ensuite, on va s'attarder sur le pourquoi on agit, sur quel impact on souhaite avoir une action avec le projet Sous les pavés. Et finalement, on va parler donc comment concrètement on intervient dans l'espace, donc à travers le processus Sous les pavés. Premièrement, qui sommes-nous au Centre d'écologie urbaine de Montréal? Notre mission, en fait, on est un organisme à but sans lucratif qui a été créé il y a de ça 25 ans déjà par des citoyennes et des citoyens engagés pour transformer leur milieu. Et depuis, le CUM propose des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Telle est notre mission. Et donc, malgré ce que notre nom laisse présumer, avec Montréal, on collabore, soit qu'à Montréal, mais aussi dans les communautés et les régions en dehors de l'île de Montréal, soit dans la province du Québec, mais aussi à travers le Canada et à l'international. Donc, nos projets sont divisés en 3 grands champs d'action. Donc, premièrement, on a le champ aménager la ville et l'environnement urbain pour tous et toutes. On a aussi d'autres projets qui rentrent dans le champ d'action, l'axe de favoriser la démocratie participative et la participation citoyenne. Et finalement, on a l'axe de l'adaptation au changement climatique et des communautés résilientes. Et c'est à travers cet axe-là d'adaptation au changement climatique qu'on a développé le projet Sous les pavés. Donc, en quoi consiste ce fameux projet Sous les pavés? Donc, rapidement, Sous les pavés, c'est un projet qui vise à retirer l'asphalte à la main et de manière participative dans des espaces publics ou à vocation communautaire afin de développer puis aménager des espaces, des lieux de vie durables et adaptés aux besoins des populations. Les activités de dépavage et de verdissement visent à promouvoir la mobilisation citoyenne autour de pratiques inspirantes et d'adaptation au changement climatique. Voilà pour la petite description. Donc, en termes de déploiement, maintenant, le projet est né en 2017 et il y a eu une première phase qui a mené à la création de 19 sites sous les pavés, des sites qui sont issus d'une démarche participative qui ont été menés à travers 8 régions du Québec avec la collaboration de 12 partenaires locaux. Donc, dans chacun des sites, il y a des partenaires, des organisations qui mènent les projets sur le terrain. Maintenant, on en est sous les pavés dans la phase 2, donc depuis 2021 et jusqu'en juin 2024, on est en train de réaliser 18 sites donc issus de démarches participatives avec, en collaboration avec 12 organismes locaux qu'on appelle les leaders de la déminéralisation, dont le Creux Montérégie fait partie. Et ces sites-là sont répartis dans 9 régions du Québec. Et une particularité aussi pour la phase 2, c'est qu'on accompagne également 3 municipalités dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de déminéralisation participative. Rapidement, les grands objectifs du projet, c'est premièrement de venir réduire les surfaces imperméables, de sensibiliser les citoyennes, les citoyens et élus aux enjeux de la minéralisation des sols et aux enjeux des changements climatiques. C'est également de créer des espaces chaleureux, adaptés aux besoins des populations, mais aussi de manière participative, et donc de aussi mobiliser le pouvoir d'agir citoyen et le pouvoir d'agir collectif, soit le capital social. Donc, pourquoi maintenant agissons-nous? Quels sont les bienfaits d'une déminéralisation?
Donc, avant de parler de déminéralisation, on va s'attarder un petit peu sur la minéralisation des villes. Donc, ce qu'on entend par minéralisation, c'est lorsque des surfaces naturelles et perméables sont remplacées par des surfaces imperméables, comme l'asphalte et le béton. Dans les villes, on compte jusqu'à 75 d'un territoire urbain qui est recouvert de surfaces imperméables sur des bâtiments, stationnements, clôtures, etc. Ce taux de minéralisation-là affecte et perturbe le cycle naturel de l'eau et ça occasionne plusieurs impacts, plusieurs méfaits. Ici, il y en a aussi 4 méfaits principaux de la minéralisation dans les villes. Donc, premièrement, dans un contexte de changement climatique, on va être amené à avoir de plus en plus d'intensité et de quantité de précipitations sur la ville, jumelée à une imperméabilisation des sols assez importante, ça occasionne bien sûr une pression sur les infrastructures grises existantes. Et lorsque les capacités sont dépassées, éventuellement, ça amène vers des débordements dans les cours d'eau et inondations. Également, en minéralisant la ville, il y a jusqu'à 55 des eaux de pluie qui vont venir ruisseler vers des infrastructures grises plutôt que s'infiltrer dans le sol. Et en ruisselant sur l'asphalte, notamment dans les stationnements, les eaux de pluie vont venir se charger de différents polluants. Et lorsqu'elles seront amenées, en fait, dans les infrastructures grises, il va y avoir une augmentation des coûts de traitement de ces eaux-là et une altération de la qualité de l'eau potable. Également, il va y avoir une augmentation des effets des îlots de chaleur urbains dans les milieux minéraux, surtout si on pense au stationnement. Il y a jusqu'à 12 degrés de différence entre un stationnement asphalté et un espace vert avoisinant, ce qui est assez énorme, surtout dans un contexte de changement climatique et d'augmentation des températures. Enfin, un autre méfait important, c'est des effets indésirables sur la santé des populations, notamment les populations plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Donc, ça peut aggraver certaines maladies chroniques, mais ça aussi, ça a un impact sur l'environnement en influençant la qualité de l'eau et de l'air. Donc, la solution vise à déminéraliser. C'est ce qu'on souhaite faire avec le projet Sous les pavés. Donc, quand on parle de déminéralisation, c'est l'action de retirer les surfaces imperméables comme l'asphalte ou le béton pour les remplacer par des végétaux. Donc, ça, c'est une action qui vise évidemment l'adaptation au changement climatique parce qu'on vient rétablir le cycle naturel de l'eau et on vient atténuer les différents effets dont je viens de parler, dont la réduction, dont les effets des îlots de chaleur urbains. Donc, maintenant, c'est bien beau, on sait pourquoi on intervient, c'est quoi les objectifs, mais comment on le fait, quel est le processus derrière un projet sous les pavés. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est, avant d'aller dans le processus, c'est une photo du site réalisé par le CRUM Montérégie dans le stationnement du CLSC Samuel de Champlain. Une photo qui a été prise à l'inauguration en juin dernier. Il y avait eu un petit peu de pluie, comme vous pouvez le voir. Donc, l'objectif de ce site-là a été de réaménager environ 5 cases de stationnement, 4 à 5 cases de stationnement. Caroline, Oui, c'est parfait. Et l'objectif, c'était de donner un espace aménagé, convivial aux usagers du CLSC, aux travailleurs et travailleuses, et le verdir, donc en mettant des arbres, du mobilier, etc. Et donc, pour arriver à ce beau résultat-là, le CRUM Montérégie a passé à travers un processus qu'on appelle le processus d'urbanisme participatif du projet Sous les pavés. Donc, c'est un processus qui est le même pour chaque site et qui est adaptable à chacun des contextes, chacun des sites. Donc, premièrement, pour la première phase, on appelle démarrer. C'est la phase où on va sélectionner un site sous les pavés. Les critères pour sélectionner un site sous les pavés, c'est des sites entre 100 mètres carrés et 150 mètres carrés, recouverts d'asphalte et disponible, accessible à la population, évidemment. Donc, le site du CLSC Samuel de Champlain était tout à fait indiqué pour rentrer dans les critères d'un site sur les pavés. Je pense qu'on a en plein 133 mètres carrés, donc on est carrément dans les critères d'un site. Les stationnements en général sont des bons sites pour sous les pavés. Une fois qu'on a sélectionné le site, on arrive à la phase comprendre qui vise à documenter les contraintes d'aménagement du site, mais aussi l'état de la situation autour du site. Ici, vous avez la carte des îlots de chaleur du site. La petite pointe bleue, c'est le site, le CLSC, et notre site sous les pavés. Donc, vous voyez que le site était en plein dans un gros îlot de chaleur qui est l'équivalent en fait du stationnement environnant. Donc, quand on parle de 12 degrés de différence, c'est
c'est ce genre d'impact-là que ça a. Une fois qu'on comprend bien les contraintes du site, on passe à la phase explorer. Là, on vise à convier les futurs usagers du site pour faire des ateliers de sensibilisation et des exercices de vision d'aménagement où, grosso modo, on demande aux usagers de nous dire quels sont leurs besoins en termes d'aménagement, qu'est-ce qu'ils voudraient voir sur le site, comment on l'aménage. Donc, ça prend différentes formes. Ça peut être des kiosques sur place, ça peut être des ateliers aussi en présence ou, comme le cas du CLSC Samuel de Champlain, ça a été un atelier virtuel sur une plateforme numérique où on pouvait compiler les données. Une fois les données compilées, on peut procéder au plan préliminaire d'aménagement qu'on va faire valider dans la phase subséquente, qui est la phase décidée, où là, les citoyens et citoyennes peuvent se prononcer si les besoins ont bien été pris en compte dans le plan d'aménagement qui a été élaboré. Ou si la phase décidée, c'est l'occasion de se prononcer sur des sélections ou des choix plus spécifiques, comme par exemple les choix vivaces ou les arbustes qui ont été sélectionnés par les usagers du site. Ensuite, une fois qu'on a notre plan, notre planification, on peut passer à la phase agir, enfin. Donc, dans la phase agir, c'est donc l'activité participative de déminéralisation, le dépavage, qui se fait à la main et à la brouette aussi, vous l'aurez compris selon l'image. Et ensuite, une fois que le site a été dépavé de manière participative, on fait aussi une autre activité qui est la plantation participative également. Une fois qu'on a planté et dépavé, on arrive enfin à la phase inaugurée, qui est la phase où qui termine en fait tout ce beau processus-là et qui marque aussi le début de l'utilisation du site par les usagers. C'est le moment aussi de remercier tous les participants, les partenaires, les bénévoles dans ce long processus. C'est un processus qui peut prendre de 6 à 18 mois aussi au total, donc c'est une activité qui est pas à négliger. Et enfin, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi en continu la 7e phase, si on peut dire, qui est la phase évaluée. C'est là qu'on va, tout au long du processus, compiler les données, les indicateurs environnementaux pour bien comprendre quels sont les impacts qu'on a eus avec un projet de type sous les pavés. Et en parlant d'impact, donc ici, j'ai les résultats du site du CLSC sous les pavés. Donc, en enlevant 133 mètres carrés d'asphalte, il y a maintenant 60 mètres cubes d'eau pluviale qui sont détournés annuellement du système d'égout. Donc, c'est plus d'eau qui s'infiltre dans le sol, moins de pression sur les infrastructures grises. Dans le processus, il y a eu 38 personnes qui ont été impliquées bénévolement à travers le projet. Et finalement, on a réussi à mettre 117 végétaux dans le site, dont 4 arbres qui vont être amenés à grandir tout au long de leur vie. Voilà, ça fait le tour pour moi pour la brève présentation de Sous les pavés. Je suis disponible aussi à la fin pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Lalonde. Ben, je ne l'ai pas dit au départ, mais on va laisser une période de questions à la fin des 3 présentations. Mais si jamais vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, puis je les lirai à la fin. Merci beaucoup, Madame Lalonde. Puis je vais maintenant donner la parole à Rachida Amidou et à Madame Laflamme, qui travaillent toutes les deux au CETO, puis qui ont mené en fait un projet pilote de caractérisation des eaux sur le site du CLSC Samuel de Champlain. Je vous laisse partager votre écran et la parole. Merci, Caroline. Je m'appelle Rachida Amidou. Je suis professionnelle de recherche au CETO. Ça fait maintenant 2 ans. J'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval, notamment sur la gestion des eaux pluviales grâce aux infrastructures vertes dans un stationnement. Je vais laisser Madame Laflamme, notre directrice, présenter un petit peu le CETO avant de rentrer dans le vif du sujet. Parfait. Je vais te laisser, Rachida, défiler les diapos. Dans le fond, le plan de travail, ça va être en premier la présentation du CETO que je vais faire. Je vais le faire assez brièvement, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas. Ensuite, Rachida va prendre le relais là, vraiment avec toute la suite du plan. Le Centre des technologies de l'eau, on est un centre collégial de transport technologique, un CCTT spécialisé en technologie de l'eau. Au Québec, il y a 59 CCTT, on a chacun notre spécialité.
Nous, on est rattaché au Cégep Saint-Laurent, qui est le seul collège qui donne la technique en traitement des eaux. C'est pour ça, entre autres, qu'on a de la spécialité en traitement d'eau. Notre mission, c'est d'utiliser et transférer efficacement nos connaissances de l'eau pour aider les entreprises privées, organismes publics et parapublics à optimiser leurs équipements, leurs procédés et leurs méthodologies pour une gestion plus efficace de l'eau. C'est en plein ce qu'on a fait ici dans le cadre de ce projet-ci. On a aussi une mission de faire des mises à l'échelle des projets pilotes pour aider les PME à développer des produits plus performants. Ça, c'est une mission qui nous vient en particulier, entre autres, du MEI, là, qui nous situe vraiment comme un accélérateur de projets. Et puis, peut-être que si on passe à la prochaine diapo, notre mission, c'est de travailler sur l'eau et d'aider, entre autres, à l'innovation. Et on s'est défini comme un accélérateur de projet. Puis, pour accélérer le projet, on a comme 3 volets à nos actions. On a le volet aide technique, volet pilote et mise à l'échelle, et validation et certification. On est un accélérateur de projet, on peut le voir à la slide 5. Dans le fond, comment on fait ou comment on arrive à accélérer les projets, c'est entre autres via une équipe qui est vraiment multidisciplinaire. On a une quarantaine de personnes qui travaillent au CETO. Parmi ces gens-là, on a des ingénieurs-chercheurs, des techniciens, des stagiaires, des professeurs du collège et certains consultants externes. On a aussi une flotte d'équipements. Celle-là, on va pouvoir la revoir un peu dans toutes les photos, finalement, de Sous les pavés, là, qui est celle qu'on présente à l'écran, qui est notre remorque, là, qui sert en particulier à faire des simulations de pluie. Mais on a toute une flotte d'équipements, on n'a pas que ça. On a une équipe aussi de fabrication de pilotes qui sont vraiment spécialisés en mise à l'échelle. Parce que souvent, quand on veut transférer l'innovation des universitaires vers le concret, ça passe via des mises à l'échelle. Fait que c'est ça qu'on va venir appeler un accélérateur de projet, qui est notre mission de transfert technologique. On fait l'accélération de projet aussi, si on va à la slide 6, par la formation en entreprise vraiment sur mesure qui permet de transférer les connaissances. On fait aussi un transfert de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'on ne garde pas la propriété intellectuelle, on pousse notre mission d'accélération et de transfert technologique au maximum en disant que si les entreprises détiennent la propriété intellectuelle, ils vont être capables de vraiment faire la mise en marché et de faire bénéficier finalement le Canada de ces innovations-là. Et on a aussi accès à un financement stratégique là, qui permet de financer au-dessus de 85% des coûts des projets via le FQRNT, le MITAX ou le CRSNG. Ensuite, la slide 7, on présente un peu nos activités de mise à l'échelle. Les pilotes. Dans le cas d'ici, on est plus en pilote et dans le fond, ces pilotes-là, ça dépend des budgets, ça dépend de ce qu'on veut faire. Des fois, on va travailler dans des pilotes de format chaudière, je dirais, comme on peut voir dans la photo qui est complètement à gauche. Souvent, c'est pour les premières mises à l'échelle. On va avoir travaillé, par exemple, en béchère, en conditions très, très contrôlées en laboratoire, et on veut commencer à faire les démonstrations avec de l'écoulement continu, des conditions qui s'approchent de la réalité. Ensuite, on va avoir des pilotes plus gros qui s'approchent de l'échelle industrielle et on a aussi une capacité d'installation sur site. Selon les projets, des fois, la démonstration, elle s'est faite complètement sur site, pas forcément en laboratoire ni même en espace contrôlé. C'était le cas, entre autres, ici, sur les pavés, parce que le projet se transpose très mal dans un laboratoire. Il faut vraiment qu'on soit en conditions réelles. Si on va à la slide 8, on fait aussi beaucoup de validation et des essais de traitabilité. Les essais de traitabilité, souvent, c'est pour donner des premières réponses à des clients ou tout simplement des réponses façon tiers-partie indépendant. Ça veut dire que c'est des essais qui vont se placer souvent dans des cas de figure où est-ce qu'on a une entreprise qui a des effluents à traiter. Il se fait proposer des technologies par 3 fournisseurs différents que chacun ont la meilleure technologie à vendre. Souvent, on va être capable de faire des essais, disons, vraiment indépendants pour aider les gens à trouver la meilleure solution. On le fait aussi pour les coagulants souvent, pour donner, par exemple, aux villes la bonne dose de coagulants à appliquer ou les aider à sélectionner leurs fournisseurs. Le dernier volet, c'est le volet validation technologique. Le volet validation technologique est important dans le secteur qui va être la slide 9. Dans le secteur, entre autres, municipal, pour installer quelque chose
en municipal, il faut avoir soit une fiche technique, soit une certification, soit une approbation BNQ. En particulier pour en eau potable eau usée, ça va être des fiches Québec. En décentralisé, une validation BNQ. Puis dans le domaine du pluvial, souvent une validation ETV. Fait que ça, on a les capacités et la reconnaissance pour faire ce type d'essai-là, pour aider aux technologies, en fait, à lever un peu un verrou, là, parce que si on n'a pas cette certification-là, on ne peut pas l'installer en conditions réelles. Fait qu'on est équipé. Ce qu'on peut voir sur la photo, c'est entre autres un banc d'essai pour les essais dans le domaine du pluvial. On va venir tester, entre autres, avec du sable, les capacités d'enlèvement des différentes technologies de traitement des eaux pluviales qui sont installées dans les égouts, en fait. Celle-ci, c'est plus des infrastructures grises que des infrastructures vertes. On a cette capacité-là de laboratoire. Maintenant, je vais passer la parole à Rachida pour le projet. Moi, j'ai présenté le centre. Et puis, je vous laisse un peu sur du un peu plus concret, maintenant qu'on a présenté qui on est. Merci beaucoup, Edith. Pour contextualiser le projet sous les pavés, avant l'urbanisation, on avait des surfaces qui étaient perméables. Ces surfaces-là ont été remplacées par des surfaces qui sont imperméables. Le cycle de l'eau a été modifié. Donc, l'infiltration qui était beaucoup plus élevée avant l'urbanisation est rendue réduite. Le ruissellement, quant à lui, est favorisé. Si on regarde la figure tirée du guide du ministère, la figure qui se trouve en bas à droite, on voit des débits, des figures qui présentent un petit peu des débits en fonction du temps, en conditions pré- et post-développement. Si on regarde la courbe en trait continu, c'est la condition avant pré-développement. L'infiltration de l'eau favorise un petit peu des temps de concentration qui sont beaucoup plus élevés. Et cela se traduit par des débits de pointe qui sont faibles et qui sont mieux répartis dans le temps. On ne voit pas de pic. Par contre, en condition post-développement, l'infiltration est réduite, l'eau ruisselle sur les surfaces imperméables, le temps de concentration se raccourcit et cela se traduit par des volumes de ruissellement qui sont beaucoup plus importants et des débits de pointe qui sont élevés. On le voit, on a la présence des pics. En ruisselant, ce sont des grands volumes d'eau qui emportent avec eux des polluants qui se posaient sur le surface imperméable et ces polluants se retrouvent dans les plantes de récepteurs. Cela occasionne donc des conséquences néfastes pour l'environnement et aussi pour les organismes aquatiques. Une municipalité qui désire donc développer son territoire doit se doter d'un plan de gestion. Et ce plan de gestion-là, parmi les techniques utilisées ou préconisées par le ministère, il y a l'utilisation des pratiques de gestion optimale. Si on voit dans la diapositive suivante, ces pratiques-là ont comme pour approche de favoriser l'infiltration et non le ruissellement pour pouvoir réduire les volumes de ruissellement et les débits. Et aussi de permettre, grâce à l'utilisation des végétaux, d'enlever les polluants des eaux de ruissellement. Comment ça fonctionne? On a des végétaux qu'on pose un petit peu sur plusieurs couches de sol. L'eau s'écoule, traverse la couche de végétaux où une partie des polluants sera retenue. Par la suite, l'eau s'infiltre dans la zone de rétention où se trouve un petit peu un mélange de sol fertile. Et dans cette couche de sol fertile, les autres nutriments vont être assimilés par les plantes et aussi par le substrat. Et par la suite, l'eau qui est traitée par ces différentes couches va ressortir par un drain perforé et l'excédent va s'infiltrer dans la nappe phréatique. Donc, l'objectif du projet sous le pavé, si on voit un petit peu diapo suivante, c'est d'évaluer l'impact d'une déminéralisation et d'une végétalisation sur la qualité de l'eau de ruissellement. Comme l'a expliqué Maud au début, en retirant l'asphalte d'un stationnement ou d'une aire de jeu, il est possible de changer une surface qui était préalablement imperméable en un ouvrage végétal. Donc, afin d'assurer ce suivi qualitatif et un petit peu quantitatif des eaux de ruissellement, la méthodologie adoptée est la suivante. La première étape est de préparer le site. La toute première étape, c'est d'effectuer le dépavage. Une surface de 12 x 11 mètres, environ 133 mètres carrés, a été dépavée à l'automne dernier par des citoyens qui étaient bénévoles. On voit une photo qui présente la zone qui a été dépavée. Par la suite, la deuxième étape était dans l'excavation. Un entrepreneur a procédé à excaver une tranchée, la tranchée la plus profonde pour pouvoir installer un drain perforé. On voit les photos de l'excavation, puis une photo du drain. À l'extrémité aval du drain se trouve
le puits d'échantillonnage, ce qu'on voit en blanc. Ce puits a pour rôle de collecter les eaux de ruissellement qui passent à travers la couche de végétaux puis la couche de sol et qui s'infiltrent dans le drain. Ce drain avait une longueur de 7 mètres et un diamètre de 3 pouces. Le gravier qui a été retiré lors du dépavage a par la suite été installé autour du drain avant de poser la couche de sol pour pouvoir protéger le drain. Et par la suite, le drain a été remblayé avec de la terre. C'est ça. Si on passe à la diapo suivante, la deuxième étape était de procéder à une simulation des eaux de pluie. L'objectif de cette simulation, c'était d'avoir une charge polluante en matière à MES, azote et phosphore. Et cette charge devrait représenter les eaux de ruissellement en milieu urbain et rural. Donc, on a un petit peu consulté la littérature scientifique pour pouvoir retrouver les concentrations qu'on retrouvait sur les stationnements en zone urbaine et stationnements en zone rurale. Puis, on a utilisé des solutions au laboratoire du CETO pour pouvoir simuler les MES, azote et phosphore. Donc, la silice a été utilisée pour simuler les MES, le KNO3 pour simuler l'azote total, puis le Na2HPO4 pour simuler le phosphore total. En zone urbaine, les MES, la concentration maximale observée sur un stationnement était de 240 mg par litre, contre seulement 51 mg par litre en zone rurale. Pour l'azote, 2,5 en milieu urbain, puis 0,6 en milieu rural. Puis pour le phosphore, elle passe de 1 mg par litre dans un stationnement urbain à seulement 0,25 mg par litre dans une zone rurale. La troisième étape de notre méthodologie, si on passe à la slide suivante, c'est la réalisation proprement dite de l'essai. Donc, pour réaliser, on a réalisé au total 8 essais entre le 24 mai et le 25 juin. 5 essais simuler les charges polluantes en milieu urbain, puis 3 essais simuler les charges polluantes en milieu rural. Pour chacune des essais, on a utilisé une cuve, on le voit, une grosse cuve de 1000 litres avec un régulateur de débit pour pouvoir arroser notre surface tributaire grâce à un simulateur de pluie qu'on voit sur la photo à droite. Puis, le débit qui a été observé dans la littérature était de 12 litres par minute. Il faut savoir que la hauteur de pluie qui a été simulée en 1 heure était de 31,5 mm. C'était la hauteur maximale qui avait été observée l'année dernière, en juin dernier. On arrose la surface tributaire jusqu'à la vidange complète de la cuve d'eau. Puis, on recueille l'effluent à la sortie du drain, à l'extrémité, en utilisant une pompe. On le voit sur la petite photo en dessous. Sur la diapo suivante, on a un récapitulatif des essais. On a l'affluent synthétique, c'est-à-dire l'eau de pluie qui a été simulée au laboratoire avec les concentrations bien connues. Puis on a l'effluent qu'on a prélevé à la sortie du drain. On a au total 8 essais. Sur ce tableau-là, on voit que le volume de ruissellement n'est pas le même, le volume de pluie simulé. Donc, au début, on avait simulé 1 mètre cube d'eau. Pour les 3 premiers essais, le volume utilisé était de 1 mètre cube d'eau, puis par la suite, on est passé à 3. Pour la simple et bonne raison que pour l'essai du 26 et 29 mai, on va remarquer qu'on n'avait pas d'eau à l'effluent. Donc, ce qui est une bonne nouvelle pour nous parce que ça veut dire que nos végétaux et notre système composé du sol et des végétaux qui ont été plantés permettent d'infiltrer la totalité d'une cuve de 1000 litres en 1 heure. Puis, par la suite, pour pouvoir avoir de l'effluent à la sortie et mesurer les concentrations en polluants, on a augmenté le volume d'eau. On est passé à 2 cuves, puis on n'avait toujours pas d'eau. Donc, ça veut dire que notre système est capable d'infiltrer jusqu'à 2000 litres d'eau. On est passé à la 3e cuve, puis on a commencé à obtenir de l'effluent à la sortie du drain. On va passer aux résultats. Cette diapo présente les concentrations en MES, à l'affluent synthétique, puis à l'effluent, puis les concentrations en phosphore pour la zone rurale. On avait 5 essais, mais vu qu'on n'avait pas d'eau pendant 2 essais, ce qui fait qu'on a juste seulement 3 effluents, on voit que la concentration a été réduite, puis l'efficacité d'enlèvement, si on passe à la diapo suivante, on voit que l'efficacité d'enlèvement des MES varie de 90 à 97%. Et l'efficacité d'enlèvement de phosphore varie de 73 à 97% pour le milieu urbain.
Pour le milieu rural, si on passe à la diapositive suivante, les concentrations sont beaucoup plus réduites. En termes de concentration, on a les mêmes valeurs que pour les zones urbaines. En revanche, en termes de pourcentage d'enlèvement, si on passe à la diapositive suivante, on remarque que le pourcentage d'enlèvement du phosphore est beaucoup plus faible par rapport au pourcentage d'enlèvement obtenu pour des milieux urbains. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que dans n'importe quel processus, il est toujours plus facile d'enlever une substance lorsqu'elle est en grande quantité que lorsqu'elle est en quantité réduite. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de relargage de phosphore. La concentration est faible, mais il n'y a pas eu de relargage de phosphore. L'hypothèse qu'on a posée, c'est que le sol et les plantes, vu que l'élimination du phosphore se fait par un mécanisme d'absorption et d'assimilation, c'est que la plante et le système qui est dynamique va prendre ce dont elle a besoin et puis va relâcher le reste. Vu que les essais ont été faits l'un après l'autre, le système a eu le temps d'accumuler le phosphore. Puis, lorsqu'on a commencé à simuler les eaux rurales, le système n'avait plus besoin de phosphore, donc a un petit peu relargué, a un petit peu lessivé tout le reste. Sur la diapositive suivante, on va voir un petit peu les performances qui ont été obtenues sur l'enlèvement de l'azote total en milieu urbain et rural. Contrairement au phosphore, on remarque qu'il y a eu un relargage qui s'est beaucoup plus amplifié en zone rurale. On a eu des concentrations de moins 500, des pourcentages de moins 550% de relargage. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le sol était peut-être riche en azote. Puis, pour conclure, on peut dire que les zones végétalisées ont démontré de bonnes performances épuratoires et hydrauliques sur la gestion et traitement des eaux de ruissellement. D'une part, elles contribuent à la diminution des débits et contrôle des volumes de ruissellement en favorisant l'infiltration. On a vu que le système a été capable d'infiltrer la totalité de 2000 litres d'eau en seulement 1 heure. Et d'autre part, ce système-là contribue à enlever certains polluants tels que les MS et le phosphore qui sont issus des eaux de ruissellement. Ce qui est aussi important, c'est que le type de sol et substrat, ainsi que la fertilisation, peut contribuer à l'accumulation du phosphore et aussi au relargage du NT, comme on a pu le constater. Puis, pour l'intégration des PGO dans un contexte de gestion durable, en l'occurrence, les biorétentions est donc nécessaire. Il serait pertinent de réaliser des essais supplémentaires avec d'autres polluants tels que la DCO, les métaux et les hydrocarbures, les eaux de ruissellement en conditions réelles afin de vraiment confirmer l'efficacité des infrastructures vertes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rachida puis Edith, pour votre présentation. Mais je vais maintenant passer la parole à notre dernière intervenante, qui est donc Judith Lavoie du Creux Montérégie. Oui, merci. Merci Caroline de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc, très généreux du Creux Montérégie de m'accueillir comme ça. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, je suis là pour parler de la démarche stationnement éco-responsable. Ah, tu vois, moi aussi, il a bloqué. Ah non, voilà. Donc, vous voyez mon mode plein écran, la démarche stationnement éco-responsable. Donc, là, on avait la démarche participative, d'urbanisme participatif sous les pavés qui s'est faite dans un stationnement. Puis après, on a eu les études du CETO qui nous démontrent que, le Creux Montérégie puis le Centre d'écologie urbaine de Montréal nous s'achalent pas pour verdir, pour rien, ça marche. Donc, on a des super bons résultats sans même avoir fait des infrastructures vertes qui sont pensées à la gestion des eaux de pluie. Donc, là, je me suis dit, là, on va mener ça un peu plus loin. On vient de parler de verdir un stationnement. Pourquoi pas aller un peu plus loin dans notre démarche puis parler d'un stationnement éco-responsable? C'est deux démarches qui peuvent très bien se jumeler. Donc, on l'a pas dit. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, nous, notre mission, c'est d'avoir un rôle d'expert, d'influence, de conseil en environnement et en développement soutenable pour vraiment rassembler et guider les acteurs territoriaux vers de l'action pour avoir des gains environnementaux. Donc, moi, je suis coordonnatrice changement climatique et mobilité durable.
Puis, ben, au Creux, vous voyez, en fait, là, on a parlé de divers sujets. Donc, on va parler de verdissement, on parle de gestion des eaux de pluie. Moi, je vous amène dans un monde de mobilité aussi. On a même parlé de recyclage de l'asphalte. Donc, on est vraiment multidisciplinaire. Puis, on a nous ici au Creux Montérégie, on a vraiment 3 types d'équipes qui vont s'entraider sur plusieurs projets et qui vont mener des projets où on peut aller aussi en soumission en service conseil. Donc, on travaille là de différentes façons aussi. Oh, la démarche de stationnement, en fait, nous vient du Creux Montréal. Donc, avec mon collègue Romain Coste ici, qu'on voit qui a vraiment parti stationnement, la démarche de stationnement éco-responsable. Puis eux, ils travaillent sur le sujet là environ depuis une vingtaine d'années, qui sont vraiment très actifs. Fait qu'ils ils ont vraiment fait beaucoup d'outils puis beaucoup de stock. Puis c'est grâce à un financement, dans le fond. Donc, le stationnement éco-responsable a été soumis à un programme. Donc, on bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action Climat Québec et rejoint les objectifs du plan pour une économie verte. Et c'est comme ça qu'on est 4 autres régions à s'être lancées dans cette démarche-là. Donc, Capitale-Nationale, Centre du Québec, Laval et la Montérégie. Puis au début, nous, on se disait, mais tu sais, Montérégie, stationnement, est-ce qu'on est prêt? Puis là, on a vu qu'on a 2344 stationnements de 20 cases et plus qui ont été identifiés. Puis c'est pas, c'est, tu sais, c'est un petit travail qui a été fait avec Google Maps. Fait qu'il y en a peut-être d'autres qui se cachent. Puis ça nous donne 2,7 km² de territoire qui est minéralisé, là, qui est noir, qui est sans vie. Puis pour ceux qui sont bons en géographie, c'est la ville d'Huntington au complet, ou bien pour les sportifs, 378 terrains de football. Puis, tu sais, le stationnement fait partie de notre milieu de vie, puis on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige un milieu qui est si triste finalement? Donc, oui, allons-y dans cette démarche parce que notre territoire mérite le meilleur. Donc, on veut aider à repenser ces endroits-là pour qu'ils soient plus sécuritaire, premièrement, parce on devient tous piétons dans un stationnement pour qu'ils deviennent plus inclusifs. Donc, justement, l'inclusion des autres modes de mobilité qui deviennent plus vivants et plus verts pour qu'on se le réapproprie à différents usages. Donc, stationnement éco-responsable, mais c'est vraiment une démarche qui s'adresse à tous ceux qui ont un pouvoir de décision sur les stationnements. Donc, on va parler des propriétaires, des gestionnaires, des promoteurs, des professionnels, des élus, des fonctionnaires municipaux. Puis nous, on est là vraiment pour sensibiliser, outiller, accompagner, récompenser et faire surtout rayonner les bons projets. Donc, on nous voit ici en train de remettre l'attestation à la ville de Brossard. Oups, j'ai fait la mauvaise flèche. Donc, on est accompagné d'un comité d'experts qui viennent de partout au Québec, puis qui ont certains ou divers expertises. Donc, on va vraiment aller, il y en a qui sont dans le transport, il y en a plus qui sont dans la gestion des eaux pluviales. Donc, eux, ils sont vraiment réunis pour nous aider dans cette démarche, puis à être le comité d'experts qui évalue les projets qui sont soumis parce que c'est aussi une attestation. Donc, dans l'attestation, il y a des considérations qui sont préalables. Donc, vous nous dites que vous voulez juste grossir votre stationnement pour le plaisir de grossir un stationnement, mais vous allez mettre un arbre. Ben non, il faut expliquer vraiment pourquoi est-ce que le stationnement, c'est quoi le besoin de stationnement. Il faut avoir une réflexion en arrière pour ne pas être obligé de le grossir pour la fois dans l'année qu'il est plein, mais de voir comment est-ce qu'on peut le réduire ou comment est-ce qu'on peut amener des solutions pour ne pas avoir besoin de le grossir. Donc ça, c'est tous des préalables. Puis après, on y va dans un système d'accréditation selon à quoi qu'on a pensé à ajouter dans notre stationnement. Puis c'est ça que je vais vous expliquer assez brièvement aujourd'hui, là. Donc, le niveau d'attestation, bien, c'est sûr qu'on a différents niveaux pour selon différents points qu'on est allé chercher dans notre stationnement. Puis, ben, ça, les enjeux, je vais les passer vraiment très rapidement parce que Maude nous en a fait vraiment une très bonne
explication. Donc, tu sais, on parle qu'une automobile est stationnée 95% de sa vie. Le stationnement urbain, vraiment dans les zones plus densément, voyons, je perds mes mots, mais avec une plus grande population, le stationnement occupe 10% de l'espace urbain. Donc, dans un contexte on sait plus où développer, puis qu'on veut pas continuer à développer sur nos terres agricoles ou développer dans nos milieux naturels, ben, le stationnement pourrait être repensé parce que c'est de la sous-utilisation d'un espace urbain. Puis, en plus, ben, comme on a vu, ben, il amène plein d'enjeux. Donc, on va parler d'îlots de chaleur, des surverses à cause d'une moins bonne gestion des eaux pluviales, de l'absence d'alternatives à l'auto, puis une dégradation et des conséquences sur nos milieux naturels et les écosystèmes. Mais alors, pourquoi aussi passer à l'action, hein? Ben, comme on a dit, stationnement qu'on connaît, c'est triste. Pourquoi ne pas le transformer puis avoir un cadre de vie attractif? On améliore aussi la santé publique quand on va faire des stationnements éco-responsables juste par la paix d'esprit que ça peut amener, mais aussi on a vu plusieurs polluants qui peuvent être traités sur place. On va fidéliser notre clientèle. On peut avoir des frais d'entretien qui vont diminuer ou nos frais de gestion des eaux pluviales, des infrastructures grises qui vont être diminués parce qu'on les traite à la surface. On adapte au changement climatique. Puis, donc aussi, il y a tout le truc de l'image corporative aussi qui peut être très bénéfique pour soit une municipalité ou soit un promoteur immobilier ou bien des commerces. Donc, les actions. Réduire, prioriser, intégrer. C'est notre mantra. Donc, on va voir les différentes actions qui vont aller dans ça. Bon, réduire le stationnement. Il faut commencer à penser à réduire. Tu sais, on l'a dit, 10% de l'espace urbain. Est-ce que c'est ça qu'on veut le plus dans nos villes? Donc, dans nos prérequis, comme j'ai expliqué, il y a toute la réflexion qu'il faut penser. Est-ce qu'on peut réduire nos ratios? Très bonne question. Est-ce qu'on peut mutualiser? Donc, on voit des grands centres commerciaux ou des espaces commerciaux qui ont chacun leur petit lot de stationnement, mais qui ont jamais qui n'ont pas la même fréquentation, les mêmes horaires. Pourquoi est-ce qu'on mutualise pas au lieu d'avoir des hauts ratios pour tous ces groupes? On pourrait vraiment diminuer de cette façon-là. La proximité du réseau de transport collectif et actif aussi. Si on donne autant de place aux voitures, est-ce qu'on pourrait pas donner autant de place à d'autres réseaux pour diminuer le nombre de voitures, avoir des alternatives? Mieux définir l'offre de stationnement. Donc ça fait partie de cette réflexion-là. Puis, après ça, ben, c'est se faire accompagner dans le processus aussi. Ça va donner des points de plus. Donc, naturellement, dans toute cette réflexion-là aussi, mais on donnera pas, il faut respecter le milieu où on s'en va. Donc, c'est sûr que si on dit, ouais, on a vraiment besoin du stationnement, mais on a choisi un milieu humide qu'on a à peine en Montérégie, ben on va faire, non, on peut pas vous donner une attestation pour avoir détruit un milieu humide pour un stationnement qui va être éco-responsable. Il faut respecter aussi certaines normes de la nature du terrain. Après qu'on ait pensé à réduire notre impact du stationnement, ben là, on va commencer à prioriser la mobilité durable. Comme j'ai dit, ben on est tous piétons. Puis dans un stationnement, on a quand même, il y a plusieurs, c'est pas des accidents mortels, mais c'est quand même un lieu qui a vraiment plusieurs accidents entre des piétons et des voitures. Donc pour aussi la zénitude des parents. Pourquoi pas avoir un système piétonnier qui va être sécurisé, qui va pouvoir nous amener de notre voiture au bâtiment? Donc, on va regarder, est-ce qu'on a réfléchi à ça? Est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'il y ait un sens piétonnier? Est-ce qu'il y a une cohérence dans ces liens-là? Puis aussi, est-ce qu'on a une accessibilité universelle? Moi, j'ai une petite histoire personnelle aussi reliée à ça. On était en tournage pour stationnement éco-responsable à l'Arena, puis il y a un micro-parc en arrière de l'Arena. Puis pendant qu'on tournait, il y avait des dames qui faisaient leur marche dans le stationnement, puis étaient comme « Hey, depuis qu'ils ont mis le beau stationnement avec
sais, un allée piétonne puis des arbres, ben on n'est pas obligé de faire 4 fois le tour du petit parc, là. On fait notre marche, puis on va dans le stationnement, puis on se met sous les bancs dans le parc, ben, dans le stationnement, sous les arbres, puis après, on continue notre marche. Puis là, on s'est vraiment dit, ben, crime, ça marche, c'est un espace public qui est utilisé pas juste sur les voitures, parce que c'est sûr que l'aréna, un mercredi au mois d'octobre, il n'y a pas grand tournoi de hockey, là. Le stationnement, il n'était pas utilisé. Fait qu'on y trouve une autre utilisation. Les espaces cyclables, c'est un peu comme les piétons. Est-ce qu'on peut arriver en vélo, premièrement? Est-ce qu'on peut y arriver de façon saine et sauve, ou on a frôlé la mort 4 fois? Est-ce que j'ai une place pour mettre mon vélo? Est-ce qu'il y a une présence d'un lien cyclable? Donc, tout ça, c'est aussi des questionnements qu'on apporte au stationnement. Et bien entendu, maintenant, on va parler aussi, est-ce que les voitures électriques vont pouvoir se recharger parce qu'on va en voir de plus en plus? Il faut les inclure dans nos stationnements. Est-ce qu'on a des cases réservées à ceux qui font l'effort de faire du covoiturage? Et ou est-ce qu'on a des cases réservées à de l'autopartage, donc de mettre la mobilité durable aux premières loges, de leur donner un incitatif de préférentiel de place. C'est aussi beaucoup de critères, des choses auxquelles on peut penser pour encourager. Puis, comme je dis souvent, c'est pas nécessairement qu'ils vont en avoir beaucoup, mais au moins, vu qu'on leur donne les premières cases puis qu'on voit ça à chaque fois qu'on rentre, ben ça fait une sensibilisation qui, à force, va faire, hey, ben je pourrais peut-être demander à ma voisine, ça y va aujourd'hui à la pharmacie, on pourrait faire un covoiturage. Puis finalement, ben, c'est l'aménagement qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, on va parler de planter, oui, planter des arbres. On va essayer que les arbres soient notre ombre parce que personne n'aime ça rentrer dans sa voiture puis c'est un four, là. Donc, planter des arbres avec une haute canopée pour faire de l'ombre. On va penser aussi à la diversité des espaces d'arbres. Donc, on a parlé d'adaptation au changement climatique. On l'a eu avec les frênes. Donc, on demande de la diversité, de la conservation des armatures, puis des fosses de plantation. Donc, il y a plusieurs critères qui vont aller là-dedans pour le bien-être des arbres et pour que vous puissiez avoir des arbres qui vont durer aussi, là. On va demander aussi des revêtements de sol qui sont plus clairs. Donc, autant avec l'ombre des arbres, on peut jouer avec ces deux critères-là pour, en fait, tout ça est pensé pour faire la lutte aux îlots de chaleur. Puis, ben, c'est sûr qu'on a parlé des arbres pour surtout de l'ombre, la diversité, mais si on veut avoir une vraie adaptation au changement climatique, on va penser aussi à la biodiversité. Donc, on veut avoir des strates végétales différentes. Puis, idéalement, on va avoir pensé ces végétaux-là aussi dans un espace d'aménagement paysager, mais aussi qui va favoriser la biodiversité locale, puis qui va répondre à des critères de stationnement. Donc, on va aussi dans des végétaux qui sont capables de souvent faire mieux de la filtration des matières en suspension parce que c'est des milieux qui en ont un peu plus, des polluants, puis tout ça. Donc, là, on est dans la gestion des eaux, donc on demande d'avoir des infrastructures vertes, mais surtout des infrastructures qui vont faire en sorte que le débit du rejet de l'eau pluviale à l'égout va être réduit. Puis, on demande, c'est ça, la quantité des eaux pluviales et la charge polluante. Donc là, on a vu que même avec un aménagement qui est pas nécessairement une noue végétalisée qui va avoir un grand impact, mais là, on demande aussi d'avoir cette réflexion-là du moins. Puis, ben, on a toujours des critères qui donnent des points bonus parce que c'est tout le temps le fun des points bonus. Donc, on va parler, là, on voit sur les photos d'avoir de la sensibilisation, donc d'expliquer nos réflexions, d'expliquer qu'est-ce qu'on a fait dans ce stationnement-là, des hôtels à insectes. On a parlé aussi des matériaux écologiques ou recyclés, etc. Donc, tout ça, ça va tomber dans les critères inspirants. Donc, ben, on a vu les expériences du sous les pavés. Puis, ben pour l'instant, stationnement éco-responsable,
tombe un peu en dormance, là, mais on travaille très fort pour retrouver du financement pour continuer cette belle aventure. Mais en fait, vous avez beaucoup de ressources qui vont se retrouver sur le site stationnementécoresponsable.com. Donc, sous les ressources, j'ai mis aussi notre lien YouTube où que la plupart des critères vous sont expliqués en petites vidéos. Il y a plusieurs guides qui sont là pour vous accompagner dans un stationnement, donc autant dans la mise en œuvre d'un stationnement éco-responsable que la norme BNQ sur la lutte aux îlots de chaleur pour les stationnements, elle est vraiment superbe aussi. Ici, vous avez nos outils qui sont la lettre d'engagement. Si vous, là, maintenant, vous brûlez sur votre banc, vous dites, ah ouais, là, c'est sûr que mon prochain stationnement, c'est éco-responsable. Appelez-moi, on va pouvoir faire un engagement, on va pouvoir vous accompagner dans toute cette démarche. Puis ça, c'est notre chaîne YouTube. Il y a aussi un nouveau site pour ceux qui sont plus dans la gestion des eaux pluviales, avec des infrastructures vertes. Donc, c'est nos collègues de Capital National qui l'ont fait, c'est Ville Éponge. Vous allez avoir là plusieurs fiches qui vont vraiment bien expliquer toutes les infrastructures vertes et leur entretien aussi. Donc, souvent, on dit, ben c'est beau, c'est un service qui les met, mais c'est un autre service qui les entretient. Mais on a pensé, ils ont pensé à ça pour pouvoir faire l'entretien. Puis, toujours intéressant, on essaie de se tenir au courant des sources de financement qui pourraient vous aider dans ces projets-là. Donc, j'en ai mis quelques-uns pour l'instant. Donc, le gouvernement du Québec, il y a encore Oasis qui est ouvert pour pas très longtemps encore. Il y a aussi plusieurs qui vont aider dans les transports actifs périurbains ou dans les transports actifs qui sont souvent proches de la route verte. Il y a de l'aide encore pour les bornes électriques. Puis, pour l'instant, il y a la Fédération canadienne des municipalités qui a un projet d'immobilisation aussi, donc qui finance ces projets d'immobilisation sur la qualité des eaux de ruissellement. Donc, il faut que les projets diminuent de 80% les matières en suspension. Mais là, on a vu, grâce aux études du CETO, que ça se peut, c'est faisable. Puis, on peut aller vers des infrastructures vertes pour ça. Donc, ça peut être intéressant. Puis, ceux qui sont dans la CMM, il y a aussi, là, avec la surveillance des programmes de verdissement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour ça en temps et lieu. Ouf. Puis, ben, au CRA Montérégie, ben, comme vous savez, restez connectés, restez informés via notre infolette. On envoie souvent, on a plusieurs événements qui vont passer. La semaine prochaine, c'est le dévoilement du guide des initiatives inspirantes en Montérégie en mobilité. Puis le 16 novembre, on va avoir notre forum montérégien sur la mobilité active qui va sortir très bientôt. Donc, c'était tout pour moi aussi. Merci.